Bienvenue sur cette chaîne YouTube où on rend simple ce qui est compliqué et on donne la voix à celui qui défie le système. Aujourd'hui, on a Arthur Machado, un Brésilien qui a affronté les géants des banques et des narratifs internationaux avec courage et vision. Il lutte pour un Brésil souverain et libre. On va plonger dans cette conversation. Ça va, Arthur? Tudo bem, Antônio? Muito obrigado aí pelo Très convite. bien. Merci pour Boa tarde, boa l'invitation. noite, bom dia aí a todos. Bon après-midi à Prazer tous, estar bonjour, aqui bonsoir, com a merci pour comunidade para falar um pouco l'opportunité. do Brasil. On va parler un peu du Brésil. Merci à toi. Alors, premier point, on va parler de ton histoire personnelle et de ta vision philosophique, hein, ta vision de la vie de manière générale. Et on va commencer avec le libéralisme moderne, hein, pourquoi il a été cassé, notamment avec un livre de Patrick Dinin qui s'appelle Changement de régime et un futur post-libéral, dans lequel il explique qu'il y avait auparavant un équilibre entre le peuple et les élites pour le bien commun, et il explique que cet équilibre a été cassé. Il aborde dans son livre certaines pratiques pour remédier à cela, comme décentraliser des ministères vers des villes de province ou réformer l'éducation avec un focus sur la pratique plus que la théorie. Quelles idées pourrions-nous donner pour fortifier la souveraineté et le bien commun, pour équilibrer cette relation du peuple avec les élites? Olha, olha Je só, dirais que son o diagnostic est en libéralismo fait très ele é précis, importante e ele é preciso vraiment, em dois et extremos. on peut faire A référence transição à une transition qui a democrática e lieu liberal. Então tem um livro até entre notado les aqui, élites, hein. Il y a un que é livre o que beaucoup Pensamento considèrent da un peu Esquerda, de gauche, mais Mário c'est Lasch, que é chegado ali Christopher nos anos Lasch, qui s'appelle La rébellion des 70, élites. Et dans La para rébellion falar des isso élites, muito il bem, dit, il explique falar très em bien que romper les élites ont a coupé le lien avec les essa classes moyennes. obrigação Elles de ont laissé de côté mas cette grande obligation de parte disso, développer de le fato, pays, ela et une grande partie de ça, imperaria c'est le um libéralisme, mais globalismo, principalement global, le onde a globalisme ou produção libéralisme chamada global qui as intégrait toutes les empresas, chaînes de bancos, serviços production, mundiais et viram les mais élites locais. Então não mondiales tinha ont mais fait ça au niveau uma global et non vontade plus au niveau do país local. Et ou donc, até da região. il n'y avait plus une Parte do volonté, une governo obligation de central développer le pays ou la começaria région. a Et basear ça, c'est une partie a du problème. economia não La apenas question na centrale, c'est que política, le mas libéralisme, é porque il o commence à próprio retirer la liberal, na souveraineté. C'est sua pas parce que essência, l'élite a ele décidé precisa de uma cela, mais c'est parce que constituição le régime tanto que libéral, hoje dans son lá essence, il a besoin nos dois d'une grandes eventos constitution que fundaram économique. modernamente o Dans capitalismo, les que grands é événements qui ont o colóquio de fondé Lippmann, le feito em Paris em néolibéralisme ou le 1938, libéralisme moderne, qui est depois le a colloque de sociedade Lippmann alemã, à feita por Paris en Hayek, e o 1978, et ensuite la participou, Société Montpellerin tudo faite par esses Hayek, caras et naquela época, Friedman também eles participou, Milton pensaram Friedman, não et só Von o Mises Brasil como aussi qui a necessidade de participé. uma constituição Ces econômica personnes ont eficiente, pensé à un modèle économique, mais aussi à la colocar nécessité d'une construction normas économique qui serait que suffisante atenderia a funcionar. pour O problema é mettre que en place des dadas normes isso, pour a garantir que situação le no Brasil libéralisme era allait muito ruim. fonctionner. Então não é Le a problème, c'est corrupção, que o erro das elites, pour faire é cela, il fundamental fallait a crise vider econômica le que pouvoir politique. constituía Alors, c'est pas seulement une option ou une resolveu erreur des élites. o C'est pas la caso peine de do penser qu'une MDB. élite économique peut être Essa changée et le problème c'est é résolu. o Ben, non, il faut revenir à la souveraineté. L'idée central. centrale du libéralisme, c'est la fin de la politique. Quando C'est você vider começa a la entender politique. isso, você Une fois que vai vous ver commencez à comprendre ça, tudo que vous aconteceu voyez tout ce qu'il est arrivé depuis desde 1990 quando o jusqu'à liberalismo maintenant, où le pode libéralisme, après la chute du mur de o Berlin, où le libéralisme a liberalismo dominé avec un projet hégémonique. Il y a le livre connu de Fukuyama, où il parle de la fin de l'histoire, hein, on est arrivé à la fin de l'histoire, et donc le libéralisme, il dit la chose suivante: maintenant nous allons vider la politique et la souveraineté des nations, parce que la souveraineté de la nation, c'est un risque pour le modèle libéral. Donc les personnes ne comprennent pas qu'il existe ce conflit. Donc qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Vous n'arrivez pas à à arriver à vivre avec le libéralisme comme nous le connaissons, et une nation souveraine, parce que non, lui, il va exclure quelque chose. Soit tu as l'un, soit tu as l'autre. Tu n'as pas les deux ensemble. Il y en a un qui se vide par l'autre. Donc, dans le libéralisme, vous avez une nation souveraine qui se vide pour le libéralisme. Et il y a d'autres erreurs aussi, hein. Il y a une erreur aussi anthropologique, ou você vai parce ter qu'elle part de a prémices ou tendência de de dois questions extremos erronées sur l'homme. para o Et outro. pour reconquérir la souveraineté et développer les pays, la Não première é chose essa que vous devez faire et que concepção Trump est en train de faire, et que malheureusement d'autres n'ont pas envie de voir ce qu'il est en train de faire, c'est de econômica couper avec le passa libéralisme. por questões Principalement avec le mais monétarisme, hein, qui est para un você courant économique du fazer libéralisme. Et donc, il refazer coupe avec ce a monétarisme et revient vers la economia, as créativité. soberanias
ce que l'homme produit et l'économie physique. En définissant un bien commun, on arrive à avoir des objectifs communs et des résultats et des bénéfices pour le bien commun. Maintenant, le libéralisme fait le contraire. Il vous traite comme un être atomisé, un atome du monde, et donc vous êtes exclu. Discuter la souveraineté, c'est revenir à produire, et c'est essentiel aujourd'hui. C'est ça le véritable débat. La souveraineté, c'est produire. Et donc, couper avec le monétarisme, c'est revenir à avoir de la créativité, à penser que l'homme produit, recherche et être à nouveau centré sur l'économie physique. Et donc, ce point, c'est le point principal d'un État qui veut le bien commun, parce que travailler pour le bien commun, c'est travailler pour un bien qui est produit pour toute la collectivité. Et le plus important, c'est qu'il faut garantir que cette collectivité puisse se bénéficier de ce bien dans le futur et fasse un effort en commun, financier, productif, de travail pour construire cet objectif commun. Et à partir de cet objectif commun, eh bien, ils vont avoir les objectifs, les résultats, les bénéfices pour le bien commun. Mais le libéralisme fait le contraire. Il est excluant et la souveraineté, c'est revenir à produire. Bon, dans cette deuxième question, je voulais m'amuser un petit peu parce qu'Olavo du Carval avait l'habitude de dire qu'il était communiste et puis qu'il s'était repenti, hein. Il a appris ce que c'était. Et je voudrais faire une citation de Milton Friedman. Il disait que la société met l'égalité devant la liberté et du coup, on termine sans aucune des deux. Vous étiez libéral, vous êtes repenti, pourquoi? Alors je dirais que j'ai déjà eu des propos de libéral et que j'ai défendu le libéralisme, pas nécessairement le libéralisme de Friedman, mais c'est amusant parce que la première chose que vous avez dit, c'est ce qu'on a l'habitude de faire comme un être humain. On veut se mettre contre quelque chose, anti quelque chose. Et c'est comme ça qu'on essaie de se définir au début. Alors qu'est-ce qui s'est passé en pratique? Moi, je n'aime pas le communisme. Quelle est la position du communisme? Le marketing libéral dit: «Oui, je suis la position contre, le communisme». Olave lui-même montrait que c'était en fait le contraire. Il expliquait, ça amène l'un à l'autre. Le libéralisme, c'est le toboggan où on va tomber qui va nous amener au communisme, hein. Mais bon, il croyait à ça et moi aussi au départ et j'étais confus dans le concept que le libéralisme, donne du libre marché, mais ce que je voulais moi-même, c'était la libre initiative. Je voulais entreprendre comme un entrepreneur et ne pas dépendre de l'État, mais travailler. Et donc, je pensais que cela signifiait le libre marché. Et donc, oui, j'ai défendu pour un moment le libéralisme jusqu'à ce que j'ai commencé à travailler dans les banques. Et j'ai vu une alliance avec le politique pour détruire le concurrent. Oui, Lavdi Carvel explique bien, il y a cette blague aussi, où commence le socialisme et où commence le communisme, on ne sait pas bien où ça se termine et où ça commence, il y a toujours cette imperméabilité des deux, donc c'est assez amusant. Et il disait aussi qu'on avait une erreur, on avait une notion erronée du communisme parce que l'objectif du communisme, c'est aussi expliqué par von Mises, il ne voulait pas contrôler 100% des entreprises, ça ce n'est pas possible, sinon il n'y aurait pas de prix de marché. Et donc il dit qu'on a une vision erronée de ce qu'est le communisme parce que même sous l'époque de Staline, il expliquait qu'il n'y avait pas un contrôle de plus de 50% des entreprises. Et donc le deuxième point important maintenant qu'on va aborder, c'est l'entrepreneuriat et l'esprit créatif. Alors comment le Brésil peut donner envie d'avoir un esprit entrepreneur qui met en avant comme priorité la création d'emplois? Moi j'aime bien la citation de Draper dans l'University, Draper University. Il a l'habitude d'utiliser cette expression. Après 5 ans à Harvard, peut-être que vous allez avoir un emploi, mais après 3 semaines dans la Draper University, vous allez créer au moins 3 emplois. Et donc, la manière de penser de façon différente que je voulais vous demander, c'est quelles sont les barrières culturelles, éducationnelles, qui empêchent le Brésilien d'être plus innovateur? Qu'est-ce qui a fait de vous un entrepreneur? Ta question est très bonne parce que c'est cette réflexion qui m'a amené à être un entrepreneur. Merci. Oui, ce sont deux choses qui ont tué le Brésil, mais je vais parler de la première qui est la nécessité.
euh, l'entendement correct de notre nécessité, comprendre notre nécessité. Ce qui fait que la personne soit un entrepreneur, c'est la nécessité. Et bien sûr, il y a beaucoup qui sont dans la nécessité au Brésil, oui, mais ils ne comprennent pas que la nécessité doit être résout par seulement lui-même. C'est seulement lui-même qui va s'occuper de cela. Et c'est lui, euh, ce qui est un problème, c'est un problème qui n'est pas seulement de mathématiques financières, c'est le manque de connaissances. Et le manque de connaissances est très mauvais pour le Brésil. Et ce qui va amener les personnes à faire de l'entrepreneuriat, c'est comprendre la nécessité. C'est une chose basique. Mon père avait une phrase très simple, mais en vérité, c'est la nécessité qui fait la grenouille sauter. La grenouille saute par nécessité, pas par plaisir. Et la deuxième question, c'est l'objectif. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un objectif, qui a un but, mais ce n'est pas un but que l'on trouve dans les livres de développement personnel. Ici, la religion, pour moi, a été fondamentale parce que lorsque vous commencez à comprendre que vous êtes fait à l'image du Créateur, si vous êtes fait à l'image du Créateur, moi je suis chrétien, eh ben, tu dois créer toi aussi. Si tu es à l'image du Créateur, tu crées. Et donc, si le Créateur t'a créé à son image, tu as la capacité toi aussi de créer, d'utiliser tes dons. Et donc, si tu réunis la nécessité avec la compréhension que tu as, que tu es capable, tu peux créer, tout cela, ça te pousse vers l'entrepreneuriat. Tout le reste, je fais ouvrir des parenthèses ici. Dans la question antérieure, on parlait du communisme, du libéralisme et du socialisme, mais il manque un régime dont on n'a pas parlé, qui est la technocratie. Et si vous pensez ce qu'il s'est passé après 1929, le peuple américain a regardé sur le côté et il s'est dit non, n'ai plus confiance aux politiciens, au marché, au libéralisme. Et à partir de ce moment-là, l'idée est arrivée, c'est venu aussi des Français, hein, les régimes de la technocratie. Il y a eu cette influence-là qui a fait ressortir cette idée de technocratie, le gouvernement des techniciens, et donc la technocratie était un comité de scientifiques, un comité d'économistes, un comité de juristes, et vous n'auriez plus le capital, vous auriez une distribution égalitaire du monde, des ressources du monde, hein, avec une gestion des scientifiques, une gestion des économies qui allait optimiser les ressources. Hein. Et donc, ça allait être fait par ce comité scientifique, un judiciaire qui les distribuait avec un sens de justice. Et cette société, elle est gouvernée donc par ces comités. C'est ce qu'on voit dans notre monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas une bataille entre les libéraux, les communistes, les socialistes, mais c'est un contrôle technocrate. Et c'est pour ça que c'est chaque fois plus dur d'être un entrepreneur. Quelles opportunités vous voyez au Brésil? Quel exemple d'entrepreneuriat les nouvelles générations pourraient suivre? Quels conseils vous leur donnerez? Le peuple brésilien, l'économie, je pense, est beaucoup informelle ici au Brésil. Hein. Je pense qu'il y a 50% d'informalité et elle est réellement entrepreneuriale. Hein. Et surtout les plus pauvres, ce sont les plus entrepreneurs. Ils sortent sans aucun argent de la favela. Ils arrivent à avoir 10 bières prêtées, un isopor. Il va au milieu de l'avenue, il vend les 10 bières, il garde le bénéfice. Donc c'est le mec qui est plus entrepreneur que tous les influenceurs, etc. Euh, c'est un vrai entrepreneur. Donc, le problème, c'est pas le manque d'idées de l'entrepreneuriat, c'est la capacité de s'organiser, de casser avec certaines idées et surtout casser avec cette idée de se dire que personne ne te va donner le vrai sentiment de sécurité que les gens demandent. Hein. Il y a énormément d'idées aujourd'hui dans le monde, c'est rempli de nécessités évidentes, mais le point central, ne sont pas les idées, les nécessités, c'est la capacité de dire personne va te garantir la sécurité. Et s'il te promet la sécurité, c'est un mensonge, il ne va pas te donner ça. Donc il faut commencer à dire ça aux personnes. Il faut se responsabiliser, comprendre ses nécessités, avoir le sens de l'urgence aussi, hein, et être responsable. Et seulement toi dois être responsable pour résoudre cela. Il faut
créer un réseau de collaboration pour t'aider, pour que ce soit plus facile, mais la responsabilité, c'est la tienne. Et moi, je le dis, moi, la chance qui m'a amené à entreprendre, c'est que mon père est mort jeune. C'était un fonctionnaire public et son salaire était petit et son salaire, heu, il a diminué encore plus quand il est mort, hein, on avait une petite aide, donc ça nous maintenait pas, et donc j'étais obligé de travailler pour, maintenir notre niveau de vie. C'était une nécessité, hein, mais si mon père, n'était pas mort plus tôt, peut-être que, j'aurais continué et je me serais, accommodé, je me serais habitué. Donc j'ai dû commencer tôt et me débrouiller, voilà. Il y a un grand problème aussi qui s'appelle, les rentiers, hein, ça c'est un problème structurel aussi et moi je pense à Charles Gave de l'Institut de liberté qui a son entreprise, Gavco, qui fait des conseils en investissement, qui écrit différents articles. Il disait que avec ses actionnaires, il voulait devenir des rentiers, mais lui il ne voulait pas, lui il était entrepreneur et eux, ils sont devenus des rentiers et il s'est séparé d'eux parce que lui, il était entrepreneur. C'est une chose qui arrive. Parce que c'est plus facile d'être rentier plutôt que d'aider à la création destructive schumpeterienne, hein. Alors que c'est cette création destructive qui va créer de nouveaux emplois, qui va faire croître l'économie. Et donc, le problème de ces rentiers, c'est qu'ils ne développent pas l'économie physique. Et les rentiers, je pense, c'est un des plus grands problèmes au Brésil. Les rentiers sont un des plus gros problèmes du Brésil parce que les banquiers, en fait, font ce qu'on appelle l'esclavagisme du crédit. C'est une nouvelle forme d'esclavagisme hein, où les intérêts, le taux d'intérêt ne représente plus l'emprunt de l'argent, mais ça représente une taxe de transfert de richesse qui passe du producteur, de l'entrepreneur. C'est une taxe, ce transfert de valeur qu'il ajoute, de la valeur additionnelle et qui est transférée aux banques. Et donc réellement, les rentiers sont créateurs d'une série de problèmes parce que c'est pas seulement la taxe, les taux de crédit qui sont vraiment exorbitants, c'est pas seulement ça, c'est garantie qu'ils vous demandent. Parce qu'ils donnent de l'argent à ceux qui ont le plus de garanties et donc cela maintient un système en place. Les rentiers sont arrivés à un tel point que je ne te prête pas de l'argent pour un business que tu vas mettre en place et donc je vais analyser le risque de ton business. Non, je vais ajuster mon taux de crédit, mon taux d'emprunt face aux garanties. En fait, ils analysent les garanties. Ils n'analysent pas ce que tu vas faire comme business. Et donc, l'argent circule, oui, avec des taux élevés, mais c'est seulement pour ceux qui ont déjà les capacités de montrer les garanties. Et celui qui a la meilleure idée du monde, mais moins de garanties ou peu, eh ben, il ne va pas obtenir les financements pour son projet. Donc c'est ce que j'appelle l'esclavagisme du crédit. Et je pense que cela ne se passe pas seulement qu'au Brésil. Vous voyez aux États-Unis, par exemple, il y a, je pense, 80% des personnes qui ont des problèmes sur leur mortgage, hein, qui ont le risque de perdre leur hypothèque de leur maison. Et donc, s'ils perdent aussi leur emploi, eh bien, ils n'arrivent plus à payer leur maison, ils n'arrivent plus à payer leur hypothèque. Et donc, du coup, il n'a pas fait de réserve aussi sur son livret. Et donc, voilà, que ce soit l'inflation, en toute façon, il y a une destruction de la classe moyenne à travers cet esclavage du crédit. En Europe, c'est la même chose. Vous regardez le Portugal, par exemple, il y a un salaire moyen de 1500 euros, 1500, 1600 euros. Avant, la personne arrivait à avoir un appartement, à louer un appartement au centre de Lisbonne avec cet argent et il restait un petit peu, aujourd'hui, l'appartement, c'est 60-70 du salaire et donc il y a un appauvrissement programmé. Mais le problème du Brésil, c'est que les taxes, les taux, de crédit sont vraiment très élevés, c'est vraiment, mafieux, c'est criminel, c'est tellement élevé, que la classe moyenne, est vraiment appauvrie
et ça détruit vraiment de façon beaucoup plus rapide. C'est l'accélération de la destruction au Brésil. C'est un problème mondial, c'est vrai. Moi, je dis qu'on doit au monde 350 trillions de dollars. Le PIB mondial, c'est de 100 trillions de dollars. Donc, on doit à tout le monde 3 fois plus de ce qui est produit dans le monde chaque année. La question, c'est euh, La question n'est pas comment on doit 3 fois plus de ce qui est produit chaque année, mais c'est pour qui? À qui en fait on doit ça en fait? Pour qui est-ce qu'on doit rembourser 3 fois ce qui est produit dans le monde chaque année? C'est une question clé. Comment certains groupes ont réussi à concentrer les emprunts et ce sont en fait eux les grands maîtres du monde. Et ils demandent 3 fois plus que ce qui est produit dans le monde chaque année. Donc les rentiers, ce sont un problème mondial, oui. Moi, j'ai une petite idée de qui est ce groupe, hein, pour qui on paye 3 fois plus que ce qui est produit chaque année. J'ai une petite idée. Mais on va aborder maintenant le point 3, l'infrastructure et la compétitivité pour le Brésil. Il y a un article du 19 janvier de 2022 et cet article s'appelle «Le Brésil a réduit le coût de transport par rapport aux États-Unis». C'est très intéressant, hein. Je vais donner le lien ensuite de cet article. Et cela montre que l'avantage historique du coût de transport des États-Unis a diminué sous la gestion de Jair Messias Bolsonaro. Et ça, c'est très important à montrer parce que les coûts brésiliens ont été réduits. Ils expliquent que transporter du soja du Mato Grosso via le port de Santos pour Shanghai est devenu moins cher que le coût de transport du soja américain du Minnesota pour les ports du golfe du Mexique, qui maintenant sont les golfes d'Amérique, pour l'exportation ensuite pour Shanghai. Et cet article conclut en expliquant que les coûts de transport brésiliens ont diminué de 17%, alors que les coûts américains ont augmenté de 14%. Donc, sous la gestion Bolsonaro, le développement des infrastructures, qu'elles soient les routes, les chemins de fer, les voies navigables, ont permis de diminuer le coût de transport dans l'agrobusiness. Et ça, c'est un changement vraiment spectaculaire qui fait que le Brésil a eu un coût de transport moins élevé que des États-Unis. Ça, c'est quelque chose pour moi d'extraordinaire à souligner et à montrer au monde. C'est quelque chose de merveilleux et à partager. Alors, je voudrais te demander quelles sont les stratégies que le Brésil devrait adopter, hein, continuer dans ce sens-là et surtout montrer plus de ces exemples, hein, dans d'autres pays aussi, montrer ce qui a été fait sous la gestion Bolsonaro parce que ce sont des changements extraordinaires dans les résultats, hein. Comment le transport au Brésil peut être moins cher que le transport des États-Unis. Pour moi, c'est une chose extraordinaire. Regarde, le Brésil avait tout pour avoir une infrastructure beaucoup plus efficiente, hein. C'est pas d'aujourd'hui que cette infrastructure est boycottée. Il y a deux facteurs dans le changement que tu as décrit. Bolsonaro, quand lui, il assume la présidence, il n'a pas seulement une vision d'efficience administrative, mais aussi de régulation. Donc, il commence à enlever toute la bureaucratie et aussi tous les trucs ambientalistes de l'environnement, tu sais, vert. Il enlève tout ça de la bureaucratie, il réduit la bureaucratie. Et dans le même temps, aux États-Unis, tu avais un gouvernement démocrate, tu sais, de Biden. Trump, il est en 2010, il est en 17. Il y a Biden qui rentre ensuite, hein. Donc voilà, ça. Et eux, ils augmentent encore le coût de la bureaucratie, du contrôle, de l'environnementaliste, le carbone, etc. Donc, ce sont deux mouvements. Et la question n'est pas seulement l'infrastructure, mais aussi la bureaucratie. Et réduire cette bureaucratie pour pouvoir implémenter énormément de projets. Donc, il y a un rapport de productivité de Mario Draghi ici en Europe, hein, qu'il a écrit pour essayer d'améliorer la situation. Et quand vous regardez le temps pour qu'un projet d'énergie soit validé, vous prenez le début du projet jusqu'à l'autorisation, ça met 5 ans. On dirait le Brésil, hein, c'est la même chose au Brésil, aussi bureaucratique. Donc, ça met 5 ans ici aussi. Vous avez besoin d'une autorisation
pour simplifier, vous voyez la taille de la folie, mais une autorisation pour commencer à construire un building au Portugal, ça met 2, 3 ans aussi. Il faut une autorisation pour commencer à construire aussi des projets résidentiels. Donc, il faut réduire cette bureaucratie, oui. Je crois que le grand facteur aussi de différence dans ces deux époques, ce sont été les deux gouvernements vraiment différents, hein. Les démocrates progressistes qui ont augmenté la régulation, alors que Bolsonaro, lui, il est venu avec une déréglementation. Je notais qu'il y avait eu la loi des ports, le- les chemins de fer aussi, qui ont aidé beaucoup dans la compétitivité de l'agrobusiness brésilien. Moi, je voulais parler aussi des voies navigables Paraguay-Paraná. Il y a aussi beaucoup d'autres voies navigables ici au Brésil, hein. Le Brésil pourrait avoir un développement qui ressemble à celui des voies navigables du Mississippi, Missouri, Ohio aux États-Unis. C'est la ceinture verte américaine. Et sans cette ceinture verte américaine, les États-Unis ne seraient pas un des plus gros producteurs agricoles du monde. Oui, je crois qu'il y a énormément de projets. Il y a les chemins de fer, il y a les voies fluviales, oui. Alors, oui, il y a une planification qui a été faite aux États-Unis, mais ici, on n'a pas cette planification parce que ceux qui dirigent n'ont pas, et les bureaucrates aussi à différents niveaux, n'ont pas cette vision. Et il y a en plus différents organes du même gouvernement qui se disputent entre eux. Il y a un manque de compréhension, d'union pour construire un pays et développer le pays. Ils n'ont pas cette vision qu'ils doivent protéger, prendre soin des autres, de la collectivité. Et donc, quand l'exécutif présente un projet, il y a une résistance à ce projet-là, hein. Et d'autres organes du gouvernement sont contre ce projet, mais aussi d'autres pouvoirs, le législatif fait appel au judiciaire pour bloquer. Donc, c'est une folie tout ça. On peut illustrer cela avec une image. On monte une structure. Vous êtes homme d'entreprise, vous êtes le patron du Brésil, c'est vous le peuple, hein, vous êtes le patron du Brésil et vous faites vous engagez quelqu'un, un cuisinier, un serveur, quelqu'un pour laver, faire la plonge. Et moi, mon objectif comme peuple, c'est de manger. Tu as ton équipe de cuisiniers, mais le cuisinier, il dit non, moi j'aimerais avoir ce type de plat. Celui qui fait la plonge, il dit bah non, faut pas que ce soit comme ça. Et le serveur, il dit non, non, moi je vais pas faire le service. Et ils se disputent entre eux. C'est que des procès, personne mange. Et en plus, il y a des avocats et leur lobbying, l'OAB, qui poussent les gens à se faire des procès entre eux. Exactement, en plus il y a ça, mais le pire c'est que tout ça est payé avec notre argent, avec l'argent des citoyens. Et on mange pas, et on n'a rien à manger, et on doit payer. C'est ça, c'est terrible. On va parler de la souveraineté de l'Amazonie, hein. L'Amazonie est attaquée par des ONG internationales. Et je parlais de la voie navigable Paraguay-Paraná. En vérité, ce sont 10 000 kilomètres de fleuve avec Paraguay, Prata. Il y a un projet stratégique qui est ancien et depuis 1993, il a été bloqué par des ONG comme Wetland for the America, Nature Conservancy et d'autres ONG. Pour soi-disant protéger le Pantanal, quels sont les principaux défis pour que le Brésil réaffirme sa souveraineté de l'Amazonie? Je suis au courant du projet de loi du député Felipe Barros sur la transparence des ONG. Comment lutter contre la pression des ONG à l'international? Oui, il y a toute une série de problèmes et Philippe Barros, le député, a déjà expliqué cela de façon objective. Le Brésil, dans sa construction,
a permis à différentes institutions ONG, mais qui se disent non lucratives, mais qui pourtant ont des financements d'entreprises internationales, de gouvernements aussi, on l'a vu avec l'USAID, ou même des empires, hein, l'Empire britannique qui a financé beaucoup d'ONG au Brésil, avec pour objectif de créer une pseudo-préoccupation de certains territoires. Et, et en fait, elles font du lobby pour éviter que le Brésil se développe face à la compétition internationale et elles créent des règles contre le Brésil. Pour moi, tous ces organismes, entités devraient être considérés comme des terroristes. Et leurs employés sont payés pour faire une sorte de guérilla. Ce n'est pas une guérilla armée, mais c'est une sorte de guérilla de sabotage législatif. On ne discute pas avec ces personnes qui auraient une bonne foi, qui seraient de bonne foi, qui seraient intéressées pour résoudre le problème. En vérité, elles cachent leur véritable objectif. Ça, c'est le premier problème. Il faut terminer avec ces structures. Il faut les contrôler. Il faut comprendre d'où vient l'argent qui finance ces structures et créer une structure juridique pour bloquer ça. Un autre problème, c'est l'aspect culturel. Avec l'aspect juridique de ces ONG, il y a un aspect culturel de propagande. Il y a une propagande très forte idéologique qui visait à convaincre le Brésilien qu'il était impossible de préserver et dans le même temps développer. Et ça, c'est une propagande. Il disait, ah, si vous voulez développer l'Amazonie, vous allez terminer avec l'Amazonie, elle va être détruite. Non. Et même lorsqu'on dit non, on va faire un développement durable, ben non, ils disent non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est totalement bloqué, totalement isolé. Donc cette propagande a été faite et le peuple brésilien a donc maintenant cette mentalité qu'il est impossible de développer et dans le même temps de préserver cette région. Il faut comprendre le potentiel énergétique qu'ont ces territoires. Beaucoup de ceux qui défendent, soi-disant, l'Amazonie comme Marina Silva et d'autres ONG, ISA dans l'Amazone et le Fonds Amazonie, ils ont un intérêt politique en fait, tous ces organismes. Ils ne s'occupent pas de la faune ou de la flore de l'Amazonie ou des indigènes. Ils ont un intérêt politique qui est caché. Il est vraiment caché. Donc le problème, c'est qu'ils profitent et ils font cette propagande qui génère ce type de mentalité pour le Brésilien. Mais de plus en plus de gens se rendent compte qu'il y a eu ce hacking, entre guillemets, des cerveaux. Oui. Cela fait un bon moment déjà, beaucoup d'années, qu'il y a un mouvement de conscientisation du peuple, que le peuple commence à se rendre compte de ces sujets hein, sur l'Amazonie et la souveraineté. On va parler maintenant de l'esclavage moderne et de l'oligopole bancaire que vous connaissez malheureusement. Alors, dans l'esclavage moderne, il y a les dettes, les impôts, et cela est amplifié par l'oligopole bancaire brésilien. Il y a 5 banques, je crois, au Brésil qui détiennent 70% du marché. Il y a la B3 aussi, la bourse de valeur brésilienne, que vous aussi vous critiquez, hein, et l'organe régulateur aussi, la CVM, qui aide à maintenir cette concentration, hein, qui fait partie du cartel de cet oligopole bancaire. Elle maintient cet esclavage moderne via la dette et les taux élevés de crédit, hein. Expliquez-nous cette concentration du pouvoir économique et comment augmenter la transparence de ces organes. Ou alors les transformer totalement, les recréer de zéro. Ouais, je crois qu'il faut les recréer de zéro. Il faut refaire leur fondation. Pour moi, ils devraient les fermer, détruits et recréer parce qu'ils ne remplissent pas leur rôle. Si je voudrais parler des organes régulateurs comme la CVM et puis la B13, la Bourse des valeurs brésilienne, car ils fonctionnent seulement pour maintenir l'oligopole. Qu'est-ce qu'une bourse de valeur devrait faire? Elle devrait capter les ressources des investisseurs étrangers pour développer le pays. Avec les investisseurs nationaux aussi, bien sûr, c'est un point de rencontre entre les idées, les business, les entreprises, le capital. Rassembler ceux qui ont l'argent avec ceux qui ont les bons projets. Distribuer les ressources vers les bons projets. Le modèle brésilien, c'est le contraire.
Il prend dans les réserves des citoyens brésiliens et leur dit investissez en bourse. Il prend les agents autonomes d'investissement, les banques, les gérants de banques et il aspire l'argent comme s'il avait un grand aspirateur, aspire toutes les ressources d'investissement, mais il distribue pas pour les petits, pour les entreprises moyennes ou grandes. Non, il se concentre simplement dans un petit club, tout petit club, peu d'entreprises, très peu d'entreprises. Quand j'ai voulu ouvrir une nouvelle bourse au Brésil, à l'époque, le Brésil, c'était la septième économie du monde, hein, la septième économie du monde, hein, mais en termes de bénéfices, c'était une des bourses de valeur la plus efficiente du monde, la plus lucrative, une margine d'EBITDA au-dessus de 70%. Mais par contre, au niveau du volume de marché par rapport au PIB, on était entre le Vietnam et la Mongolie. Alors, vraiment, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Comment la septième économie du monde, une bourse qui est les plus lucrative du monde, a un multiple réduit au niveau en relation au marché de capital. Mais ça n'a pas changé. Je vais te donner des données récentes. C'est vraiment terrible. La bourse de Téhéran, Téhéran en Iran, 30 années qu'elle est sous sanction, hein, c'est pas 3 jours, ça fait 30 années sous la sanction américaine. C'est difficile d'investir là-bas, il n'y a pas d'investissement américain. Il y a les Chinois qui investissent un petit peu, mais c'est extrêmement difficile. La bourse de Téhéran en Iran, elle est plus grande que la bourse brésilienne. Je répète que c'est vraiment terrible. La bourse de Téhéran en Iran est plus grande que la bourse brésilienne. Et on peut investir peut-être via des ETF ou je ne sais pas. Même si on pouvait, de toute façon, je n'investirais pas dans la bourse de Téhéran, mais bref, oui, pour l'anecdote, c'est vraiment très intéressant au niveau de l'anecdote. Oui, oui, c'est terrible ça. Il est possible, je pense, d'investir via les marchés chinois, mais ce serait, de toute façon, ce serait sanctionné. Mais voilà, pour expliquer ce cas-là. Cela illustre bien le niveau de l'absurdité de la situation brésilienne. C'est une bourse de valeur inefficiente en fait, hein. Elle maintient le monopole, elle crée un petit club avec le régulateur et comme elle est très, lucrative en fait, hein, elle parle aux régulateurs, et leur dit, «Écoutez, je m'occupe de quelques questions de règlement pour vous» et donc ils font une autorégulation en fait. C'est-à-dire que la bourse, plutôt que d'être une bourse, elle est en plus autorégulatrice et elle fait en plus une sorte de fiscalisation, c'est-à-dire elle est, dans le même temps, elle met les amendes. Alors imaginez-vous, vous avez un business où vous-même, vous faites les contrôles, vous-même, vous mettez des amendes à vos clients. C'est votre business. Vous imaginez mettre des amendes aux clients, c'est pas du tout indépendant, c'est eux qui font ça. Donc, je vends mon produit, mais j'ai un pouvoir de police sur mes clients. Si mon client veut réclamer et veut ouvrir une autre entreprise, une autre bourse, hein, j'ai le droit de l'enfermer, de le mettre en prison, de lui mettre des amendes et de le retirer du marché. C'est une mafia. En plus de cela, les hauts dirigeants sortent de la bourse pour entrer dans l'organe régulateur et puis sortent de l'organe régulateur pour aller en bourse. Et donc, je n'ai pas pu casser cette concurrence et lancer une nouvelle bourse des valeurs brésilienne. Ils m'ont bloqué, ils m'ont persécuté aussi. Et il y a un autre secteur aussi dans lequel il y a beaucoup de problèmes, bien sûr, c'est le secteur bancaire. Car en vérité, les banques sont les vrais détenteurs de la bourse des valeurs. À mon époque, quand je voulais casser leur oligopole, le président de la bourse des valeurs, c'était Arminio Fraga. Et il y avait Itaú, Bradesco, BTG, ces grands conseillers hein, des grandes banques. Et aujourd'hui, les banques utilisent l'esclavage du crédit avec les taux de crédit élevés, mais ils ont aussi pris possession du judiciaire. Comment convaincre le public que l'idée d'un marché autorégulé, c'est une illusion face au pouvoir des grandes institutions?
Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens, voient cela. Cette idée de d'autorégulation du marché a été une mode à un moment, mais aujourd'hui, la majorité voit que cela ne fonctionne pas. Le public, plus simple, le public, plus pauvre voit ça de façon c'est très clair. Si vous avez, par exemple, des enfants à la maison, 3 ou 4 enfants, est-ce que vous les laissez, à la maison, vous allez voyager, vous leur dites: «Écoutez, vous faites de l'autorégulation, vous faites, votre routine, vous vous débrouillez, et vous m'informez, s'il y a un problème, je serai au courant, hein». Bien sûr qu'il va y avoir des problèmes, hein. L'ado va amener ses potes et du whisky, il va y avoir, l'amoureuse, qui va dormir, dans ta chambre avec, l'autre, ils vont faire la fête, mais ils vont s'autoréguler, hein. Ils se régulent entre eux, mais pas à ta façon et pas, pour ton bien à toi, hein, donc voilà. Ça ne fonctionne pas cette idée d'autorégulation, mais prenons l'exemple d'une entreprise et on se fait de l'autorégulation et par exemple, on crée un organisme, autorégulateur qui dit, celui qui va, rentrer dans notre marché, il a besoin d'avoir, un document, qui, atteste de sa qualité et c'est nous-mêmes qui avons créé ce document de qualité donc si quelqu'un vient et c'est un concurrent, mais on sait qu'il est beaucoup mieux que nous dans son produit, heu et on sait que cette personne est très dangereuse parce qu'il va nous voler nos clients et bien, on lui donne pas, le document de qualité, donc il n'arrive pas à rentrer dans le marché. C'est très simple, hein. Il contrôle oui, avec les certificats, de l'organisme Ambima, par exemple aussi, oui. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une association, de gérants, hein, dans différentes banques et ce sont eux-mêmes qui donnent ces certifications. Et si vous voulez créer, une, entreprise spécialisée d'investissement, eh bien, vous n'allez pas pouvoir vendre vos produits parce que vous n'avez pas cette certification. Quelle stratégie les Brésiliens peuvent adopter pour résister à la domination des banques? Vous appuyez d'autres alternatives comme les crypto-monnaies? Oui, moi je les appelle des crypto actifs, hein, j'appuie les cryptos actifs comme système de paiement. Je ne sais pas si c'est réserve de valeur, mais c'est un autre débat au niveau économique, mais c'est un crypto actif, hein, une monnaie partielle, pas une monnaie intégrale, mais le problème, c'est un autre débat. Mais les banques, en fait, ont dominé aussi, le secteur, bureaucratique, brésilien, hein et la seule façon de les affronter, de les combattre, c'est faire ce que Trump a fait aux États-Unis. Trump a réussi à affronter les banques. Il y a eu la loi Genius. Il a réussi aussi à affronter le Fed, la réserve bancaire américaine, BlackRock aussi qui s'est recentré, qui est sorti de ESG, hein, tout ce qui est, diversité, développement durable et cetera. Ils sont sortis de cette tendance-là, dans cette bataille, parce que Trump était appuyé par les big tech aussi qui sont géants. Donc s'il n'avait pas cet appui des big tech, il n'aurait pas pu livrer le combat contre les banques. Trump a eu l'appui énorme d'Elon Musk, il a eu l'appui d'Alex Karp de Palantir, il a eu l'appui d'une série d'entreprises qui sont, gigantesques, hein. Donc il y a eu un bras de fer qui a été possible pour, changer le rapport de force et le Brésil peut résoudre cet oligopole, ce problème d'oligopole à travers la compréhension de ce d'avoir une vision correcte en fait, c'est une question de compréhension du système monétaire international. Trump a cette vision-là, hein. Il faut créer un nouveau système monétaire international et que cela soit dirigé vers les intérêts brésiliens. Il faut un système monétaire local qui travaille pour les Brésiliens. Donc il faut cette alliance, cette compréhension, cette vision pour, un nouveau, rapport de force. Et avec cela, il est possible de faire un mouvement politique, économique et juridique de transformation du Brésil, car un seul mouvement interne ne peut pas arriver à trouver l'indépendance, face aux grandes banques.
Et c'est la même chose dans d'autres pays, hein. Il y a un oligopole, aussi en Europe, au Japon, donc il y a cet oligopole, puissant, oui. Sim, sim, e são as mesmas Oui, oui, et famílias cet oligopole travaille pour des termogeraçães, familles dynastiques, les as famílias Moreira-Salles, par exemple, qui Salles-Lamento, sont les familles qui dominent ici, no depuis Brasil da toujours Serra. au Brésil, Mas essa voilà. essa mão, Et donc cette main invisível invisible qui régule, le marché, qui é uma autorégule le falhação então, marché, do que c'est existe une o que a f gente viu un hoje. A gente mensonge, ficou hein, feliz de ver a mão et on a été visível de content de Trump voir la na main igreja. visible de Trump qui a, Uma mudança, donné precisa une de uma mão direction, forte au mesmo marché para et un changement. direcionar alguns Il setores faut une main estratégicos que forte pour donner une precisam direction à certains da mão secteurs estratégicos mesmo, stratégiques, clés globais, que ia pour un ser pays et naquela pour se le se bien deixasse ela commun. se autorregular. Il faut cette main forte Então a gente pour vai que ce soit falar pas le bazar, comme vous disiez à vamos la falar da maison, bien sûr. Alors je vais desinformação, parler né, de la da que a gente chama désinformation de o et general ce Flynn, que ele le fala da général guerra de Flynn quinta appelle geração, la que é a guerre guerra de de cinquième narrativa. génération. A gente está En nessa fait, guerra de c'est une guerre narrativa. de Hoje nós temos narratif, une 10 guerre anos de récit. de existir essa guerra de Je pense qu'elle a narrativa, toujours existé, hein, cette mas guerre hoje em de dia récit, hein. com as Chaque redes sociais, camp né, défend un certain como o récit. cidadão Et de nos jours, ele comment pode être plus ficar cada vez critique mais justement de crítico, como ces você narratifs? aprender a ser Je mais pense que les gens crítico, perçoivent de plus en plus les em relação mensonges et font a attention. essa guerra de Il y a un côté qui est narrativa, dans la como vérité et você l'autre acha dans que le mensonge, vai ou les deux acordando cada vez côtés mais? sont dans la Que guerre conselho você des daria récits. para a guerra de Je narrativa? pense bien sûr que chacun crée sa narrative, chaque côté crée son récit, c'est le jeu géopolitique. Les États-Unis ont créé beaucoup de narratifs, ont utilisé la radio, les systèmes de télévision, une série d'instruments pour mettre, jeter leur narratif, hein, jeter leur récit dans d'autres pays, dans d'autres camps, hein, et influencer les gens. L'idée, par exemple, de croissance économique, hein, l'idée même de croissance économique, et c'est une idéologie de la croissance qui a été créée pour combattre un modèle économique d'Union soviétique, hein, et la propre idée du PIB, par exemple, le produit intérieur brut, c'est une idée qui a été faite euh, après la guerre mondiale, hein, l'idée de croissance, cette idéologie, c'est une idéologie même de croissance. Donc, bon, voilà, pour revenir au sujet, tous les côtés, chaque camp utilise un narratif, un récit, une manipulation du discours. Tous les côtés utilisent des infiltrés, des espions, ça fait partie du jeu, hein. Et donc, je ne crois pas qu'un côté dise la vérité et l'autre le mensonge. Non. Les deux travaillent, une fois avec la vérité, une fois avec le mensonge, la création de narratifs, ils priorisent en fait leur propre intérêt, hein. Et ce qui est à mettre en premier plan, c'est un narratif ou un récit pour empêcher l'autre, par exemple, d'avoir accès à la puissance nucléaire, bloquer l'accès au développement d'énergie, l'accès à l'eau, l'accès aussi à un système financier. Derrière le narratif, le récit, il y a des ressources géostratégiques qui sont protégées et le récit sert justement à diriger, à orienter vers certains intérêts et à se détourner d'autres. J'ai fait une émission dans notre chaîne Element, Studio Quinto Element, sur la guerre de la désinformation. Et c'est vital pour l'intérêt du citoyen au jour le jour d'avoir accès au bon récit qui sert ses intérêts, en fait, un récit qui sert ses intérêts et pas qui le dessert. Il faut avoir conscience de ce narratif, de ce récit. Je vais donner un exemple récent que j'ai vu qui est assez intéressant, qui est sorti. Ce sont deux cas. Le premier, dans une revue de stratégie militaire en Asie, et ils ont publié un article assez profond hein, qui expliquait que la Chine allait mettre en place un narratif, mettre en place un certain récit et une stratégie de désinformation et partager des informations visant à convaincre les personnes qu'il était obligé d'envahir Taïwan, en fait, qu'il n'avait pas d'autres possibilités. Il devait éliminer la résistance de l'opinion publique, il devait laisser ce récit euh, pour qu'un autre pays ne dise pas «Oh, c'est pas bien ce que vous faites». Il essaie d'avoir la majorité et l'appui des gens face à cette invasion. Il ne voulait pas être mal vu, il ne voulait pas être vu comme des agresseurs. Donc ils ont créé un récit en expliquant qu'ils étaient obligés de le faire.
La Russie est très forte aussi pour cela, pour créer des récits, les États-Unis aussi. Donc ça, ce sont des formes pour éviter la guerre. C'est un récit qui permet d'éviter la guerre. Mais maintenant, on est dans une sorte de nouvelle dimension. Il y a un an, par exemple, j'ai donné un exemple récent, il n'y avait aucune revue qui parlait de l'importance du combat au crime organisé et aux cartels en Amérique latine, aux narcotrafiquants. Il n'y avait pas d'article là-dessus, c'était vraiment très caché ou dans des niches. Mais cette semaine, quand Trump et Marco Rubio ont dit que les cartels sont financés et financent le marché financier, le système financier, qu'il y a un lien entre les cartels et le lavage d'argent, etc. Aujourd'hui, il y a eu un article, par exemple, sur le secteur financier ici au Brésil. C'est commencé à sortir il y a pas longtemps, c'est récent justement. Mais c'est simplement parce que Trump et Marco Rubio ont dit qu'ils allaient combattre les cartels qu'il commence à y avoir différents articles et donc différents récits qui se propagent maintenant. Et dans le récit, ce n'est plus seulement le narcotrafic en tant que tel, mais d'autres problèmes qui ont été créés par le narcotrafic, comme la prostitution, la violence, différentes guerres dans différentes régions. Le Financial Times, la dernière semaine, il a publié 3 articles hein, sur cela, avec un autre abordage de ces cartels qui ne font pas seulement du trafic de drogue, mais aussi de la contrebande d'or et des enfants qui retiraient l'or et qui en plus faisaient de la contrebande, mais aussi des armes hein, qui étaient vendues. Dans leur deuxième article, ils ont expliqué sur l'Amérique latine hein, et sur l'Amazonie, les différentes routes qu'il y avait en Amazonie pour exporter la cocaïne vers l'Europe, exporter l'or, et ils ont expliqué les pays qui sont bénéficiaires du blanchiment d'argent, hein. Et l'or peut être revendu et mélangé, c'est différemment du pétrole, hein, parce dans le pétrole, on sait d'où il a été extrait. Il y a une composition vraiment distincte dans différents endroits, mais sur l'or, c'est possible de le retransformer et de le vendre en le récupérant de différents endroits. Et donc, ils ne savaient pas que ça appartenait à la Turquie et les Émirats arabes unis et la Suisse hein, étaient les plus grands détenteurs d'or, hein, et donc ça, c'est apparu dans le deuxième article hein, du Financial Times, en expliquant ce blanchiment d'argent. Et puis, il y avait un troisième article sur la Libye, hein. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ces trois éléments permettent de créer un narratif, même si vous êtes un libéral et que vous êtes en faveur de la déréglementation des drogues, hein, de la libération des drogues. Ils vont montrer d'autres aspects, pas seulement la drogue, mais le trafic humain, la contrebande d'or. Et vous comprenez peu à peu, non, c'est vrai, en fait, il faut combattre ces narcotrafiquants. Vous commencez à percevoir que ça vous amène dans une certaine direction. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une construction de récits dans les journaux américains et européens qui vont justifier en fait une action américaine éventuelle contre les cartels dans le monde. Et donc c'est ça qui est en train d'être construit grâce à Dieu. Super, grâce à Dieu. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est sur une publication que vous avez faite. Et dans votre publication, vous dites silencieusement, l'Europe est revenue vers le christianisme. Je lis votre publication, même l'incroyable France aux mœurs légères, excusez-moi. Mais on va revenir dans pas longtemps sur ce que vous entendez par mœurs légères, il n'y a pas de problème, je continue. Alors vous étudiez aussi la théologie, hein, comment cela vous a guidé au jour le jour et est-ce que vous pouvez expliquer cette expression de la France aux mœurs légères? Puis j'aurai une dernière question ensuite pour finaliser. Quand je parlais de mœurs légères de la France, je parle des valeurs qui sont associées à la Révolution française, qui ont créé ce libéralisme
que nous connaissons aujourd'hui, hein, et ces mœurs légères, je ne parle pas de la question sexuelle en soi, mais des mœurs légères qui est une distorsion de la compréhension de ce qu'est l'être humain. Et il y a une erreur, hein, je ne généralise pas, mais il existe un groupe de catholiques très grand en France qui a été capturé, réduit, et cet État laïque, cette laïcité, c'est une idée trompeuse. Je suis d'accord, oui, et justement, Le Monde fait un article hein, aussi sur l'islamisation qui a été planifiée hein, et que certaines ONG aussi veulent faire. Mais pour revenir, je ne veux pas parler de l'islamisation ni de l'invasion. Il y a eu une coupure avec la religion, il y a une substitution de Dieu et basiquement, quand je parle de mœurs légères de la France, il s'agit de choisir de mettre l'homme sur le trône de Dieu et de créer une religion civile. Et cette religion civile qui a été créée a créé de nombreux problèmes. Donc l'évolution de ça, aujourd'hui, c'est lorsqu'on lorsqu'on voit l'homme qui veut être une femme, les mœurs légères, c'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est cette idée de la non-religion, qu'à la source de l'autorité, de la morale qui ne vient pas de Dieu, qui vient d'un autre lieu, c'est incroyable hein, de dire ça. Hein. Et ça, on l'observe au niveau historique. Hein. Moi, à mon âge, je vois que mes grands-parents, qui étaient la génération de Woodstock, hein, euh, de 68 en France, oui, 68, avec les philosophes de 68, Derrida, Foucault, oui, ils sont fiers de cela, hein, mes grands-pères, de la liberté sexuelle, etc. Et donc, voilà les parents qu'on a eus et cette dernière génération et notre génération commence à tourner un petit peu plus à droite et à se questionner, à voir que ce n'était pas, que c'était questionnable en fait. Et donc on se questionne et c'est une relation de génération, une interrogation. Et les pères demandent aux fils, les fils demandent aux pères, et c'est intéressant. Ce n'est pas question d'être un bon ou un mauvais père, d'être absent, d'avoir une mère qui ne cuisinait pas, qui n'était pas à la maison ou qui était à la maison. Il y a tous des éléments à analyser, mais le libéralisme, en fait, a provoqué dans la société une sorte de manque hein, de repères. Et aujourd'hui, les petits-enfants reviennent à des questions de la tradition, à la patrie, à la famille, à la religion. Et il y a même certains très jeunes qui ne veulent pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, qui veulent se marier vierges. On a un retour, une recherche d'un d'un port en sécurité. Et dans ce point, ce qui me pose des interrogations, c'est pas le christianisme ou l'islam qui attaque, mais c'est ce mouvement-là, ces jeunes qui sont été influencés par le libéralisme de la Révolution française. C'est une création qui a été instable, une génération instable. Euh, J'aime pas que cette libération sexuelle a provoqué aussi des troubles, hein, des excès. Et donc, cette vie de la génération qui est venue après 68, moi je parle de l'idéologie de la Révolution française, de rupture, les philosophes de Derrida, Foucault. Moi, je ne suis pas fier de ça, je- mais aujourd'hui, on peut s'appuyer sur Dieu. Il y a un retour à Dieu vers une compréhension de la vie, non pas par les définitions matérielles, mais par une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus haute, ce que j'appelle une méta-narrative, où le monde a un sens plus grand, plus élevé, et ces jeunes, justement, recherchent euh, la religion, et la religion qui s'est développée beaucoup, c'est
le christianisme qui est connu, il y a aussi le judaïsme, l'islam, mais l'islam est très fort en Europe. Moi, j'étais à Londres, je me suis baladé, j'ai vu beaucoup de jeunes d'apparence européenne, blancs, avec la burqa, qui étaient convertis à l'islam. Donc c'est pas seul, c'est une invasion des musulmans en Europe, hein, de l'idéologie aussi qui convertit les Européens. Donc, oui, cette publication du Monde m'a intéressé. Et en France, oui, ça fait sens historiquement, hein. Il y a toujours eu un catholicisme très fort, hein, mais ce catholicisme a été attaqué, oui, ce catholicisme a été attaqué. Il y a un très bon livre d'Étienne Couvert qui s'appelle De la gnose à l'œcuménisme, où il explique bien comment la maçonnerie, puis le Vatican II ont infiltré les fondations religieuses. Et au niveau historique, il explique bien cela. Et moi-même, j'ai vécu cela à la périphérie de Paris, où j'avais des amis qui s'entraînaient au Jiu-Jitsu brésilien avec moi, qui étaient musulmans et qui priaient après le cours de Jiu-Jitsu sur le tatami. Et on le voit ici, je suis au Brésil, j'ai connu le Christ au Brésil. Et les premières années ici, je ne pouvais pas écouter Dieu te bénit, que Dieu te guide. Pour moi, c'était bizarre d'écouter cela. Et cela faisait partie d'un lavage cérébral qu'ils avaient fait dans notre peuple français, européen, pour séparer la religion de l'être humain. Et donc, c'est très important d'avoir ce retour qui s'opère dans le monde entier. Ici au Brésil, grâce à Dieu et à mon épouse, j'ai retrouvé le Christ, mais je vois que c'est un mouvement global. J'ai souffert des mêmes influences globales, hein, de ce libéralisme, c'est global. J'ai été attaqué aussi, même si je suis brésilien avec une famille chrétienne, hein. Euh, j'ai été anti-chrétien durant beaucoup de temps, hein. Moi aussi, oui, j'aimais Nietzsche, mais réellement, après différentes circonstances de la vie, je n'avais plus d'espoir à un certain moment et donc je me suis retourné vers Dieu. C'était quand tu étais... c'était un moment où vraiment je ne voyais plus de possibilités et donc j'ai recherché Dieu. Et cette transcendance qui a été fondamentale pour moi, pour me donner une vision spirituelle, un espoir et une énergie, une chaleur qui m'entoure, un amour. Je disais à ma femme, euh, c'est un moment de réflexion que j'ai eu. Elle me disait, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je lui dis, non, non, il y a un plan de Dieu. Il faut le croire. Il y a des choses qui dépassent la limite humaine et qui nous permettent aussi d'évoluer parce que l'homme est limité. Et j'ai eu des moments très bons ensuite, hein, en ayant cette vision-là qui permet de dépasser l'esprit humain qui, des fois, reste bloqué sur certaines choses, alors que le plan de Dieu est plus grand. Je suis rentré ensuite dans la théologie, j'ai voulu étudier, comprendre un petit peu plus. Parce que je me posais certaines questions. Des fois, on n'a pas besoin d'aller trop loin sur différentes questions, mais moi, j'avais envie de savoir comment certaines questions avaient été répondues, pourquoi elles sont apparues comme cela, et puis comprendre aussi au niveau historique, hein, sur les hérésies, comment elles sont expliquées. Et donc j'ai voulu comprendre comment tout cela avait été traité. Donc je lis la Bible bien sûr, et puis la théologie permet aussi d'expliquer certains concepts en profondeur et avoir surtout des arguments rationnels, logiques, pour pouvoir défendre ce qui avait été attaqué. Car en plus de la foi, euh, il y a l'étude de certaines questions, par exemple les erreurs du bouddhisme, les erreurs de l'islam, quelles sont leurs visions. Et ça, c'est intéressant de le voir, de le questionner, de vérifier si c'est intéressant ou pas, réellement quel est leur point de vue, quel est le nôtre en tant qu'être humain. Je suis curieux sur ces aspects-là, donc
je lis, je m'interroge, et c'est quelque chose que je vais continuer pour toute ma vie. C'est très difficile, mais je m'améliore peu à peu. Je sais de mes insuffisances, de mes péchés, mais toute ma vie maintenant, je le dis, elle est guidée par le Christ, hein, et par ma foi dans le Christ. Amen. Alors, c'est mon objectif. Tous les matins, je prie, et je suis content que ce soit ça qui me guide, cette énergie, cette force de Dieu qui agit dans ma vie. Et les gens souvent étaient curieux, hein, me disaient: «Mais pourquoi tu étudies la théologie?» Et il y avait une question que je leur faisais, qui suscitait leur curiosité, c'est: «Est-ce que vous avez une intimité avec Dieu?» Vous savez ce que ça signifie avoir, une intimité avec Dieu? Et la personne ne sait pas répondre, hein, ils ne savent même pas dire le nom de Dieu, hein, donc ils demandent: «Mais comment c'est? Qu'est-ce que tu veux dire?» Ils ne comprennent pas du tout, ce que je voulais dire, oui, oui. Ils ne comprennent pas du tout, ils disent: «Comment ça? Comment ça?» La dernière fois, je disais à mon père que j'avais été béni et il me disait: «Mais qu'est-ce qui t'a béni?» Et je disais: «Mais tu sais qui m'a béni? Ce n'est pas un homme, l'homme ne bénit pas, celui qui bénit, c'est Dieu qui donne la bénédiction, c'est pas l'homme». Et il ne comprenait pas, il me disait: «Mais de qui tu parles? De quel Dieu?» Mais c'est difficile de convaincre, surtout en France, car la France a été attaquée, et donc ta publication, a vraiment, suscité m'a intéressé, parce que, c'est un retour à Dieu que l'on voit dans le monde entier. C'est un changement, spirituel, très fort qu'on observe, hein, dans cette bataille spirituelle que l'on connaît actuellement. Et grâce à Dieu, de plus en plus de gens sont guidés par les enseignements de Jésus-Christ. Pour le public, laissez vos commentaires, hein, sur ce que vous avez trouvé de l'entretien, comment on peut construire un Brésil, mais pas seulement le Brésil, hein, pour votre pays, comment faire en sorte qu'il soit le souverain, que ce soit en France ou dans un autre pays où vous regardez cette vidéo. Défendez les valeurs qui nous unissent, hein, Dieu, patrie, famille, liberté. Dieu, patrie, famille, liberté, en espérant que Bolsonaro puisse, revenir aussi en 2026. Un dernier mot, Arthur, avant de terminer, la vidéo. Bon, on a parlé beaucoup. Oui, on a beaucoup parlé. Je voulais, remercier pour, l'invitation. Merci beaucoup, vraiment merci, et allez-y dans les commentaires, critiquez, suivez-nous aussi, sur la chaîne, Quinto Element, le studio Quinto Element. Merci beaucoup, super. Dieu vous bénisse tous, à la prochaine. Ciao, ciao.